Les bottes de Cole Hannigan ne faisaient aucun bruit sur le sol poli de l'hôpital. 15 ans dans les marines lui avaient appris à se déplacer silencieusement. Mais aujourd'hui, le silence semblait anormal. Tout à l'hôpital communautaire Saint-Margold semblait anormal. Riley était adossée à des oreillers blancs, le visage pâle comme le gel matinal. À 15 ans, elle aurait dû se plaindre de ses devoirs ou se disputer à propos de son couvre-feu. Au lieu de cela, elle dépérissait depuis des mois à cause d'une maladie qui laissait tous les médecins perplexes. Papa, sa voix était éraillée. Tu peux t'approcher? Mara était assise dans le fauteuil d'angle, parcourant les pages de son téléphone avec une concentration qui semblait trop intense pour les réseaux sociaux. Elle leva les yeux lorsque Riley parla, ses lèvres s'étirant en ce qui aurait pu être un sourire. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Cole s'approcha du lit. La main de sa fille lui semblait dure comme du papier lorsqu'elle lui saisit le poignet. Il faut que je te montre quelque chose. Le regard de Riley se posa sur Mara, puis revint sur lui. Tu peux regarder mon dos? Un frisson s'installa dans l'estomac de Cole. Bien sûr. Il aida Riley à se pencher en avant. Sa chemise d'hôpital était grande ouverte, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Des bleus violets profonds couvraient ses omoplates comme des empreintes de mains. Des marques sombres couraient le long de sa colonne vertébrale, chacune de la largeur des doigts d'un adulte. Près de ses côtes inférieures, une marque de brûlure à vif se détachait sur sa peau, exactement comme une boucle de ceinture. L'entraînement de Doug Cole avait fait effet. Il garda le visage impassible, ses mouvements stables. Mais intérieurement, une rage familière commença à monter, la même fureur froide qu'il avait soutenue pendant 3 missions à l'étranger. Riley, sa voix restait calme. Depuis combien de temps es-tu ici? Des mois. Elle refusait de le regarder dans les yeux. Papa, j'ai essayé de te le dire, mais quoi? Il jeta un coup d'œil à Mara, qui avait cessé de regarder son téléphone. Tout va bien là-bas? La voix de Mara portait juste ce qu'il fallait d'inquiétude. Elle se leva et se dirigea vers le lit. Riley, qu'est-ce que tu montres à ton père? Cole remarqua le léger changement de posture de sa fille. Elle se recula, les épaules crispées comme un chien, s'attendant à un coup de pied. Rien, maman. Juste une marche après avoir passé tant de temps au lit. Le mensonge était trop facile. Cole reconnut le ton d'entraînement de quelqu'un qui avait appris à détourner l'attention. Il l'avait entendu de la bouche de suffisamment de recrues brisées pour reconnaître le son de la peur enveloppée d'un faux calme. Papa. Le murmure de Riley était à peine audible. S'il te plaît, ne me laisse pas seul avec elle. Les mots le frappèrent comme un éclat d'obus. Cole tendit la main et appuya sur le bouton d'appel. Que fais-tu? Mara s'approcha. Cole, elle est juste désorientée à cause des médicaments. Le médecin dit, je vais chercher une infirmière. Il garda une voix ferme. Riley doit être examiné. Une jeune infirmière aux yeux fatigués apparut dans l'embrasure de la porte. Tout va bien? Ma fille a des blessures qui n'étaient pas là hier. Cole s'avança pour cacher Riley à Mara. J'ai besoin que tu appelles la sécurité et qu'ils contactent la police. Quoi? Le choc de Mara semblait sincère. Cole, de quoi parles-tu? De quelle blessure? L'infirmière s'approcha du lit de Riley, son expression passant de l'inquiétude habituelle à l'inquiétude professionnelle en voyant les marques sur le dos de la jeune fille. Je vais appeler le docteur Morrison tout de suite. Elle appuya sur son propre bouton d'appel. Sécurité, chambre 237. Alerte police demandée. C'est insensé. La voix de Mara s'éleva. Cole, elle est tombée dans les escaliers la semaine dernière. Tu sais comme elle est maladroite depuis qu'elle est malade. Ça pourrait venir de n'importe quoi. Riley tressaillit au ton de sa mère. Cole observa la prestation de sa femme avec un regard neuf, remarquant la rapidité avec laquelle elle avait trouvé une explication. Avec quelle fluidité l'inquiétude transparaissait dans sa voix. On laissera les médecins trouver ça, dit-il. L'adjoint Langston Rigg semblait tout droit sorti d'une série policière, grand, le regard perçant, avec une sorte de moustache digne d'un avis de recherche. Il était assis en face de Cole dans la salle de réunion familiale de l'hôpital, un enregistreur numérique posé entre eux sur la table. Raconte-moi ces derniers mois, dit Rigg. Quand votre fille est-elle tombée malade pour la première fois? Cole gardait les mains à plat sur la table. Octobre. Elle avait commencé par des maux de tête, puis elle n'arrivait plus à garder la nourriture. Le médecin pensait que c'était le stress scolaire,
et la progression s'est aggravée. Fatigue, perte de poids, difficulté de concentration. Nous avons consulté 4 médecins différents. Aucun n'a rien trouvé d'anormal. Rick prenait des notes sur un petit carnet. Et la maison? Des changements de routine, des problèmes de discipline, des conflits? Riley est une bonne fille. Elle n'a jamais causé de problème. Cole marqua une pause. Elle est plus calme ces derniers temps. Elle passe plus de temps dans sa chambre. Et ta femme? Comment a-t-elle géré la maladie de Riley? La question restait en suspens. Cole repensa aux réactions de Mara ces derniers mois. Sa taille frustrée quand Riley n'a pas pu dîner, les commentaires acerbes sur le Dr Bill, sa façon de travailler plus tard. Elle était inquiète. Il dit finalement « inquiète ». Rig répéta le mot comme s'il y goûtait, mais pas là quand tu as découvert les blessures. Elle était là, assise dans un coin, et sa réaction. Cole croisa le regard de l'adjointe. Elle parut surprise. Il semble surpris. Un autre silence. Monsieur Hannigan, je fais ça depuis 15 ans. D'après mon expérience, les parents réagissent de deux manières lorsqu'ils découvrent des abus. Soit ils perdent la raison de rage et de chagrin, soit ils font très attention à leurs mots. Lequel suis-je? Vous êtes prudent, mais c'est logique. Votre entraînement militaire vous apprend à rester calme sous la pression. Rig se pencha en avant. Votre femme, quant à elle, est dans le couloir en ce moment même, expliquant à mon partenaire comment ces blessures auraient pu venir de n'importe où. Des explications très détaillées. Très logiques. Par la fenêtre de la salle de conférence, Cole pouvait voir Mara parler avec animation à un autre adjoint. Ses mains bougeaient en parlant, son visage reflétant l'inquiétude maternelle. Les gens réagissent différemment au choc, dit Cole. C'est vrai. Rig hocha la tête. Mais 15 ans d'expérience vous apprennent aussi à faire la différence entre le choc et la maîtrise des dégâts. Le docteur Morrison frappa et entra sans attendre. La permission. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le matin. Nous avons terminé l'examen. Il s'assit lourdement. Je dois signaler que nous avons trouvé des traces de traumatisme physique persistant, de multiples fractures guéries aux côtes et au poignet gauche, des contusions à divers stades de cicatrisation et des traces de dinéhydroméine dans ses analyses sanguines. Qu'est-ce que c'est? Demanda Cole. Du Benadryl. À forte dose, il provoque somnolence et confusion. Les concentrations relevées suggèrent une administration régulière sur plusieurs semaines. Le silence se fit dans la pièce. Cole sentit quelque chose se déchaîner dans sa poitrine, pas de la rage, mais quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Quelqu'un a drogué ma fille. Apparemment. Le docteur Morrison consulta son dossier. La répartition des blessures suggère des violences systématiques sur une longue période. La position et la gravité des blessures indiquent un agresseur adulte. L'adjoint Rick ferma son bloc-notes. Monsieur Hannigan, je dois vous poser la question directement. Avez-vous des raisons de soupçonner que votre femme soit impliquée dans des violences envers votre fille? Cole repensa à la supplication chuchotée de Riley, aux explications parfaites de Mara, à la façon dont sa fille s'était mise à sursauter dès que sa mère entrait dans sa chambre. Je pense, dit-il lentement, que je devrais faire plus attention à ce qui se passe chez moi. Cole trouva le sac à dos de Riley dans un placard d'hôpital, caché derrière ses vêtements de ville. Sa main trembla lorsqu'il l'ouvrit, sans pouvoir dire pourquoi. À l'intérieur, sous des manuels et des feuilles volantes, il trouva son carnet de croquis. Les premières pages présentaient des dessins typiques d'adolescentes, des fleurs, des motifs abstraits, quelques tentatives de portraits. Mais en feuilletant le livre plus en profondeur, les images changèrent. Page 12, une femme aux longs cheveux noirs, la main levée au-dessus d'une silhouette plus petite, recroquevillée au sol. Le visage de la femme était soigneusement détaillé, indéniablement celui de Mara. Page 15. Un homme aux épaules larges et aux bras épais. Des croix rouges griffonnaient violemment son visage et sa poitrine. Cole ne le reconnut pas, mais quelque chose dans les marques de colère suggérait que Riley le connaissait bien. Page 23. Un lit d'hôpital avec une petite silhouette allongée, immobile. Au-dessus, flottant comme une bulle de pensée, les mots enfin silencieux, écrits avec soin. La dernière page contenait un mot écrit de la main de Riley. Maman disait que personne ne me croirait. Elle disait, papa penserait que j'invente tout ça pour attirer l'attention. Elle ajoutait, si je le disais à quelqu'un, elle s'assurerait que je ne le revois plus jamais. La vision de Cole se brouilla.
Il serra le carnet de croquis si fort que ses jointures blanchirent. Monsieur Hannigan. Il leva les yeux et vit Geneviève Bray debout dans l'embrasure de la porte. La professeure d'art plastique de Riley avait l'air d'avoir pleuré, ses cheveux habituellement bien coiffés en queue de cheval désordonnée. Génie. Il referma soigneusement le carnet. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis venu dès que je l'ai appris. Elle entra dans la pièce et ferma la porte derrière elle. C'est vrai? Les blessures? Oui, c'est vrai. Le visage de Génie se décomposa. Je le savais. Que Dieu me vienne en aide. Je savais que quelque chose n'allait pas et que je n'en avais pas fait assez. Que veux-tu dire? Elle s'assit sur la chaise des visiteurs, les mains crispées sur ses genoux. Riley a été différente cette année. Repliée sur elle-même. Ses dessins ont changé, sont devenus plus sombres, plus violents. Elle a commencé à déjeuner dans ma classe plutôt qu'avec ses amis. A-t-elle dit quelque chose? Pas directement, mais elle a dessiné des choses dérangeantes. Génie a regardé le carnet de croquis qu'il tenait dans ses mains. C'est ça que tu as trouvé? Cole l'a ouvert à une page où l'on voyait Mara. Génie a eu le souffle coupé. Je l'ai signalé, a-t-elle répété 2 fois. J'ai appelé les services sociaux, parlé aux conseillers d'orientation. Les 2 fois, ils ont dit qu'ils enquêteraient. Que s'est-il passé? Ta femme est arrivée. La voix de Génie est devenue amère. Mara est venue aux réunions. Tout en charme et en inquiétude. Elle a apporté des biscuits pour le personnel. Elle a parlé du stress de Riley dû à sa maladie. Elle a mentionné comment les enfants créatifs exprimaient parfois leur peur par des dessins sombres. Elle était si convaincante, si raisonnable. Cole a senti une rage froide le gagner. Ils l'ont cru. Tout le monde croit Mara. Elle est belle. S'exprime bien. Elle sait exactement quoi dire. J'avais l'air d'un professeur paranoïaque qui s'en prend à une mère inquiète. Génie s'essuya les yeux, mais Riley savait que j'essayais. Elle a commencé à rester après l'école, à travailler sur des projets qu'elle ne rapportait jamais à la maison. Je crois qu'elle avait peur. Depuis combien de temps ça dure? Les changements ont commencé au printemps dernier. Mais en y repensant, Génie marqua une pause. Il y avait des signes avant-coureurs. Riley sursautait si on lui touchait l'épaule. Elle s'angoissait quand la cloche sonnait, comme si elle ne voulait pas rentrer. Je pensais que c'était normal, entre adolescentes. Cole ouvrit le carnet à la page avec l'inconnu. Tu le reconnais? Génie se pencha en avant puis secoua la tête. Non, mais Riley l'a dessiné plusieurs fois, toujours avec ses marques de colère. Elle était furieuse contre quelqu'un. Il faut que je découvre qui c'est. Cole. Génie tendit la main et lui toucha le bras. Je sais que c'est l'enfer, mais la police est impliquée maintenant. Ils vont enquêter comme il faut. Il regarda son visage bienveillant, l'inquiétude sincère dans ses yeux. Puis il repensa à la performance de Mara dans le couloir, à la facilité avec laquelle elle avait dupé des professionnels qualifiés. La police fera son travail, dit-il. Mais je vais faire la mienne aussi. La maison semblait différente lorsque Cole franchit la porte d'entrée. Même meuble, même tableau au mur, mais l'air lui-même semblait empoisonné. Il se tenait dans l'entrée, écoutant le silence qui avait tant caché que l'ordinateur portable de Mara était resté ouvert sur le comptoir de la cuisine, là où elle l'avait laissé avant de se précipiter à l'hôpital. Cole n'avait jamais été du genre à fouiller dans l'ordinateur de sa femme. Mais il ne l'avait jamais soupçonné de droguer et de battre leur fille. Il s'assit et déplaça la souris. L'écran s'anima, montrant sa boîte mail. La plupart ressemblaient à des correspondances professionnelles, des spams, des bulletins familiaux, mais un nom apparaissait à plusieurs reprises dans les messages récents. trill99@gmail.com.co cliquez sur le premier mail d'il y a 3 semaines. Mara ne pouvait s'empêcher de penser à hier. Quand est-ce qu'on se reverra? Sa mâchoire se serra. Il ouvrit le message suivant. Jeudi, ça marche. Cole a un travail à Springfield. Je ne serai pas de retour avant ce soir. Son endroit habituel. Et les messages remontaient à des mois. D'abord décontracté, puis de plus en plus intime, Cole les lut avec un détachement clinique, cataloguant chaque trahison comme s'il recueillait des renseignements. Puis il trouva un dossier intitulé « Notre problème ». Le premier message le glaça. Titi commence à se méfier, pose trop de questions sur les bleus.
Il faut être plus prudent. Et Mara, il est peut-être temps de se calmer un peu. Laisse les choses se calmer. Titi, on ne peut pas se calmer maintenant. Elle semblait trop insistante si elle parlait à quelqu'un qui l'écoute vraiment. Et Mara, alors que proposes-tu? Tété, je propose qu'on règle le problème définitivement. Le médecin a dit qu'elle allait de plus en plus mal de toute façon. Serait-ce vraiment surprenant si son état empirait? Les mains de Cole se mirent à trembler. Il continua de lire, Marley, tu parles de sa fille. Titi, je parle de 15 ans supplémentaires à la surveiller. 15 ans à marcher sur des œufs en se demandant si elle se décidera à parler. C'est ça que tu veux? Et Mara, non. Dieu me vienne en aide. Non. Mais comment? Titi, laisse-moi faire. J'ai fait des recherches sur ces médicaments. Quelques ajustements de dosage. Peut-être quelques compléments alimentaires. Et la porte d'entrée s'ouvrit. Cole ferma l'ordinateur portable et se retourna lorsque Marlowe entra dans la cuisine. Comment va-t-elle? Demanda Mara. Elle avait l'air sincèrement inquiète, son maquillage maculé à force de pleurer. Son état est stable. Cole observe le visage de sa femme. Le médecin veut la garder en observation. C'est probablement mieux. Mara posa son sac à main sur le comptoir, à quelques centimètres de l'ordinateur portable. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse lui faire du mal comme ça. Qui a pu faire une chose pareille? La performance était impeccable. Si Cole n'avait pas lu ses emails, il aurait peut-être cru à la douleur dans sa voix. Mara, il garda un ton neutre. J'ai une question à te poser. Bien sûr. Les bleus sur le dos de Riley. Certains sont vieux. Des semaines, peut-être des mois. Il marqua une pause. Tu as passé plus de temps à la maison avec elle que quiconque. As-tu déjà remarqué quelque chose? As-tu remarqué des changements dans son comportement? Les yeux de Mara se remplirent de larmes. Sa maladie m'inquiétait tellement. J'imagine que j'ai raté les signes. Elle est tellement repliée sur elle-même ces derniers temps, a passé tout ce temps dans sa chambre. Je croyais que c'était juste une humeur d'adolescente. D'accord. Cole hocha la tête. Humeur d'adolescente. Cole, à quoi penses-tu? Soupçonnes-tu quelqu'un en particulier? Il observa son visage, cette inquiétude prudente. La façon dont elle se penchait légèrement en avant, comme suspendue à ses lèvres. Je soupçonne, dit-il lentement, que celui qui a fait ça est quelqu'un que Riley connaît bien, quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelque chose brilla dans l'expression de Mara. L'espace d'une seconde, son masque glissa et il vit une idée derrière ses yeux. Eh bien, dit-elle en se remettant rapidement. Je suppose qu'il va falloir faire confiance à la police pour le découvrir. Cole se leva. Ouais, je suppose que oui. Il se dirigea vers le couloir, puis s'arrêta et regarda derrière lui. Je vais rester à l'hôpital ce soir. Tiens compagnie à Riley. C'est gentil de ta part. Le sourire de Mara semblait sincère. Je vais probablement me coucher tôt. Cette journée a été épuisante. Je parie que oui. Cole croisa son regard. Repose-toi, Mara. Tu vas en avoir besoin. La maison des Grives était située juste en face, son porche offrant une vue imprenable sur l'allée Hannigan. Cole frappa à la porte à 8 heures du matin. Sachant que le Nora serait debout avec son café et ses ragots, elle répondit vêtue d'une robe de chambre à fleurs et d'un air soupçonneux. Cole Hannigan a entendu parler des ennuis chez toi. Les nouvelles vont vite. Ambulance, voiture de police, visite à l'hôpital. Difficile à manquer. Le Nora recula pour le laisser entrer. Comment va Riley? Elle va s'en sortir. Cole l'a suivie dans un salon encombré de chats en céramique et de photos de famille. Mais j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Le Nora s'installa dans son fauteuil. Avec quoi? Tu as des caméras de sécurité sur ton Porsche. Je les ai vues. C'est vrai. Trop de voleurs de colis dans ce quartier. Elle marqua une pause. Tu veux regarder mes images? Plus précisément, je veux voir qui est entré et sorti de chez moi en mon absence. Le regard de Lenora s'est aiguisé. Tu crois que quelqu'un chez toi a fait du mal à cette fille? Je crois que quelqu'un me ment depuis longtemps. Elle est restée silencieuse un instant, scrutant son visage. Puis elle a fait un signe de tête vers un bureau d'ordinateur dans un coin. Le système conserve tout pendant 60 jours.
Servez-vous. Cole a passé l'heure suivante à faire défiler les horodatage et les clips vidéo. Lenora commentait en continu et buvait des tasses de café à volonté pendant qu'il travaillait. La plupart des images montraient Marlowe quittant le travail. Riley se dirigeant vers les camions de livraison de l'arrêt de bus, mais plusieurs clips l'ont fait s'arrêter. 15 octobre, 22h30. Une camionnette dans l'allée. Un homme costaud en sort et se dirige vers la porte d'entrée. L'horodatage indiquait que Cole était à Kansas City pour un travail. 18 octobre, 23h45. Le même camion. Cette fois, Cole voyait l'homme plus clairement, larges épaules, bras épais, la carrure de quelqu'un qui fréquentait une salle de sport. 3 novembre, 2h17. Mara et l'inconnu traînaient quelque chose de la maison au garage. Quelque chose de la taille d'une adolescente. Seigneur. Lenora se pencha par-dessus son épaule. C'est Riley qu'il transporte? Les poings de Cole se serrèrent. Tu peux graver ça sur un disque? Je le fais déjà. Le visage de Lenora était devenu pâle. Cole, tu dois porter ça à la police immédiatement. Je vais le faire. Il se leva. Mais d'abord, je dois m'assurer qu'il ne puisse pas détruire d'autres preuves. 20 minutes plus tard, Cole se tenait dans son garage, scrutant le sol en béton d'un œil neuf. Dans un coin, il pouvait voir de légères taches qui auraient pu être de l'huile ou quelque chose d'autre qu'il appelait l'adjoint Rigg. J'ai besoin que tu viennes chez moi, dit Cole lorsque l'adjoint répondit. J'ai des images de vidéosurveillance que tu dois voir. Quel genre d'image? Le genre de scène où ma femme et un inconnu traînent ma fille inconsciente dans ce garage il y a 3 semaines. Silence au bout du fil. Ensuite, ne touchez à rien. J'arrive. Pendant qu'il attendait, Cole parcourut sa maison pièce par pièce. Au sous-sol, il trouva ce qu'il cherchait, un débarras relié au garage par une porte latérale. L'espace mesurait environ 3 mètres sur 3,6 mètres, avec des murs en béton et aucune fenêtre. Parfait pour ce qu'il avait en tête, il passa les heures suivantes à insonoriser la pièce avec de l'isolant et des plaques de plâtre. Ses compétences d'entrepreneur lui furent utiles pour mesurer et découper avec précision. À l'arrivée de l'adjoint Rigg, la pièce était prête. Pas pour Riley, pour la justice. La taverne Broken Wheel se trouvait à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où l'on ne posait pas de questions et où l'on n'entendait pas les conversations. Cole trouva Avery Schultz dans un box d'angle, sirotant une bière en lisant des dossiers. 15 ans, dit Avery tandis que Cole s'asseyait. 15 ans que tu m'as sauvé la mise et Fallujah, et maintenant tu m'appelles. J'ai besoin de ton aide. Avery ferma ses dossiers et regarda son vieil ami. Les années ont été clémentes pour le traumatologue. Il a troqué ses bottes de combat contre des chaussures confortables et son fusil contre un diplôme de psychologie, mais son regard gardait la vivacité d'un soldat. J'ai entendu parler de Riley. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Aide-moi à comprendre. Cole se pencha en avant. Les gens qui lui ont fait ça, comment fonctionnent leurs esprits? Tu veux dire des agresseurs? Avery fit signe à la serveuse de reprendre une tournée. Que veux-tu savoir précisément? Comment les briser? Avery resta silencieux un long moment. Cole, je sais ce que tu penses, mais le système a laissé tomber ma fille 2 fois. Les services sociaux ont cru ma femme. La police est trop lente. Le temps qu'ils montent un dossier, les preuves seront détruites et les histoires répétées. Alors, quel est ton plan? Cole lui parla des emails, des images de surveillance, de l'inconnu qui avait aidé Mara à abuser de Riley. Tandis qu'il parlait, le visage d'Aver s'assombrit. Mon Dieu, murmura Avery. Il prévoyait de la tuer. Il prévoyait de s'en tirer impunément. La voix de Cole resta posée. Je vais m'assurer qu'il ne le fasse pas. Et vous voulez les aider à quoi exactement? Les torturer. Je veux que vous m'aidiez à comprendre leur psychologie, leurs peurs, leurs faiblesses, les points de pression qui les font craquer. Avery fixa sa bière. Vous parlez de guerre psychologique. Je parle de justice. Il y a une différence entre justice et vengeance. Cole est là. Le regard de Cole était froid. Ma fille a passé des mois à être torturée par les 2 personnes qui étaient censées l'aimer le plus. Ils l'ont droguée, battue et ont planifié son meurtre. Maintenant, elle est dans un lit d'hôpital, craignant de fermer les yeux de peur de ne pas se réveiller. À côté d'Avery. Que voulez-vous savoir? Tout. Il parle pendant 3 heures.
Avery a expliqué l'état d'esprit des agresseurs, comment ils justifiaient leurs actes, comment ils compartimentaient leur culpabilité, comment ils maintenaient leur image publique tout en commettant des actes privés. L'essentiel, a dit Avery, c'est que les agresseurs sont fondamentalement des lâches. Ils s'en prennent à des personnes incapables de se défendre, mais ils vivent dans la peur constante d'être exposés. Ils sont paranoïaques, regardant toujours par-dessus leur épaule. Comment puis-je utiliser cela? Vous les rendez encore plus paranoïaques. Vous les isolez de leur système de soutien. Vous les montez les uns contre les autres. Avery marqua une pause. Mais Cole, une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais. Est-ce ce que Riley voudrait? Cole pensa au dessin de sa fille, à la peur dans ses yeux lorsqu'elle regardait sa mère. Riley veut se sentir en sécurité. Elle veut savoir que les gens qui lui ont fait du mal ne pourront plus jamais lui faire de mal. Et vous pensez que le système judiciaire ne lui donnera pas cela? Je pense que le système judiciaire donnera à ma femme un bon avocat et une négociation de peine. Je pense que cela donnera à son complice l'occasion de prétendre qu'il a été manipulé par une femme séduisante. Je pense que cela leur donnera à tous les deux l'occasion de s'en sortir librement pendant que ma fille passera le reste de sa vie à la surveiller. Avery termina sa bière. Que me demandez-vous? J'ai besoin que vous m'aidiez à identifier l'homme sur les images de sécurité. Ensuite, j'ai besoin que vous m'aidiez à détruire leur vie morceau par morceau. Et si je dis non, Cole croisa son regard, alors je le ferai seul. La salle de sport Ironworks se trouvait dans un ancien entrepôt du quartier industriel de la ville. Cole poussa la porte d'entrée et se retrouva entouré par le bruit des poids qui s'entrechoquaient et des efforts acharnés. Derrière le comptoir, un homme aux bras épais et à la calvitie naissante leva les yeux d'un bloc-notes. Cole le reconnut immédiatement grâce aux images de sécurité. « Vous aidez pour quelque chose ?» demanda l'homme. « Il cherche Tannecrill. »« C'est moi. » Le sourire de Tanné était amical, mais son regard était prudent. « Vous êtes intéressé par un abonnement ?»« En fait, je suis intéressé par une conversation. » Cole sortit son téléphone et montra à Tanné une photo de la vidéosurveillance. « À propos de ça ?» Tanné perdit ses couleurs. Il regarda autour de lui dans la salle de sport, puis se tourna vers Cole. « Je crois que tu t'es trompé de personne. » Je ne crois pas. Cole rangea son téléphone. « Mais on peut en discuter ici, ou dans un endroit plus privé. » La mâchoire de Tanné se contracta comme s'il mâchait quelque chose de dur. « Laisse-moi trouver quelqu'un pour couvrir le bureau. » Ils finirent dans le bureau de Tanné, un espace exigu qui sentait la poudre de protéines et la sueur froide. Tanné ferma la porte et se retourna, les mains levées. « Écoute, je ne sais pas ce que tu crois avoir vu. Je t'ai vu traîner ma fille inconsciente dans mon garage à 2 heures du matin. » La voix de Cole était calme. « Je t'ai vu comploter avec ma femme pour assassiner une adolescente de 15 ans. Un meurtre. » La voix de Tanné se brisa. « Personne n'a parlé de meurtre. » Alors, qu'appellerais-tu empoisonnement et maltraitance systématique? Tanné s'assit lourdement sur sa chaise de bureau. Elle a dit que Riley semait le trouble, menaçant de mentir sur votre mariage. Marlowe avait peur que vous croyiez la gamine plutôt qu'elle, alors vous avez décidé de l'aider à faire taire Riley. C'était censé être temporaire. Les mains de Tanné tremblaient tandis qu'il s'essuyait le visage, le temps que la fille grandisse, gagne en maturité. Mara dit, les ados ont des phases. Cole le fixa du regard. Tu as battu une enfant malade parce que ma femme t'a dit qu'elle traversait une phase. Je ne l'ai jamais touchée. Les mots sont sortis trop vite. C'était tout, Mara. J'étais juste là. Tu étais là pendant que ma femme torturait notre fille. Écoute, je sais ce que ça peut paraître, mais ça ressemble à un complot pour commettre un meurtre. Cole se pencha en avant parce que c'est ce que tu prévoyais, n'est-ce pas? Tuer Riley et faire croire que sa maladie avait finalement eu raison d'elle. Le visage de Tanné se décomposa. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Mara a dit que ce serait rapide, indolore, comme s'endormir. L'aveu resta en suspens entre eux. Cole sentit une sensation se calmer dans sa poitrine. Non pas de la satisfaction, mais la froide certitude d'un travail à terminer. Voilà ce qui va se passer, dit Cole. Tu vas tout me dire. Chaque détail de ce que tu as fait à ma fille, chaque plan que tu as élaboré avec ma femme, chaque mensonge que tu as proféré pour le cacher. Et si je ne le fais pas? Cole ressortit son téléphone. Cette fois, il montra à Tanné une autre photo, celle du dos meurtri de Riley.
Ensuite, j'envoie ça à ta femme avec les images de sécurité et des copies de tous les emails entre toi et Mara. Je l'envoie aussi à tous les membres de cette salle de sport, avec une explication de ce que tu fais aux enfants pendant ton temps libre. Tane devint blanc. Tu ne peux pas faire ça. Je peux faire ce que je veux. La question est de savoir si tu vas rendre les choses faciles ou difficiles. Pendant l'heure qui suivit, Tane parla. Il raconta à Cole la liaison qui avait commencé 8 mois plus tôt, les plaintes de Mara selon lesquelles Riley devenait méfiant et menaçait leur relation. Il décrivit la première fois où Mara lui avait demandé de l'aider à discipliner sa fille, et la rapidité avec laquelle la discipline avait dégénéré en violence. Elle disait que Riley était manipulateur. Tane dit que l'enfant essayait de rompre votre mariage par jalousie. On a laissé entendre qu'on protégeait votre famille en droguant et en frappant une adolescente de 15 ans. Mara a dit que c'était le seul moyen de la faire bien se tenir. Il a dit que la punition traditionnelle n'avait pas fonctionné sur Riley parce qu'elle était trop têtue. Cole a écouté tout ça avec l'attention détachée d'un interrogateur. Quand Tane a eu fini, il s'est levé. Encore une chose, a dit Cole. Je veux les noms et adresses de tous ceux vers qui Mara pourrait se tourner si elle avait peur. Amis, famille, tous ceux qui pourraient l'aider à disparaître. Pourquoi aurait-elle besoin de disparaître? Cole a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Parce que demain matin, vos vies à tous les deux vont s'écrouler. Il a laissé Tane assis dans son bureau, les yeux rivés sur les murs comme un homme qui regarde son monde s'effondrer. Le premier appel de Cole a été à la femme de Tane. Il ne s'est pas identifié, lui a juste envoyé les images de sécurité et une brève explication de ce qu'elle montrait. Puis il a appelé le siège social de la salle de sport et leur a envoyé les mêmes informations, accompagnées des aveux de Tane. Le soir, Tane la vie de Krill était finie. Sa femme avait demandé le divorce. La salle de sport l'avait licencié et la moitié de la ville parlait de l'agresseur d'enfants qui se cachait à la vue de tous. Cole n'éprouvait aucune satisfaction face à cette destruction. C'était simplement une étape nécessaire dans un plan plus vaste. Dot. Le tour de Mara viendrait ensuite. Le sous-sol sentait la sueur et l'après. Cole avait passé la semaine précédente à perfectionner sa pièce insonorisée, ajoutant des couches d'isolation et testant l'acoustique avec de la musique forte. Les voisins ne se plaignaient jamais, ce qui signifiait que l'espace était correctement isolé lorsque le camion de Tane est entré dans l'allée à 20 heures précises. Cole regardait par la fenêtre l'homme plus grand sortir, ses mouvements nerveux et saccadés. 3 jours de destruction sociale avaient laissé des traces. Tane semblait ne pas avoir dormi ni s'être rasé depuis que sa vie avait implosé. La sonnette retentit. Cole ouvrit et trouva Tane debout sur son porche, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « Tu as dit que j'avais un accord avec toi, dit Tane. Sa voix était rauque. Épuisée. Je le veux. Cole recula pour le laisser entrer, mais pas ici. Trop d'oreilles. Il guida Tane à travers la maison et descendit au sous-sol. La pièce insonorisée était dissimulée derrière un faux mur que Cole avait construit lui-même, accessible par ce qui ressemblait à un placard. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Tane alors qu'ils entraient. Cole ferma la porte derrière eux et tourna le verrou. Le bruit résonna dans l'espace confiné. La pièce était épurée mais fonctionnelle. Une seule chaise trônait au centre, entourée de murs en béton. Une table contre un mur contenait le carnet de croquis de Riley ouvert sur la page où le visage de Tane était barré de marques rouges de colère. « C'est ici que nous allons avoir notre dernière conversation, dit Cole. Le regard de Tane se porta sur la porte verrouillée. Puis revint à Cole. Quel genre d'accord nécessite une pièce verrouillée? Le genre où j'ai besoin de toute ton attention. Cole fit un geste vers la chaise. Assieds-toi. Je ne pense pas, Tane fit un pas vers la porte. Je crois que je vais partir. Cole ne bougea pas pour s'arrêter. Lui. Il a simplement sorti son téléphone et a appuyé sur lecture sur un enregistrement vocal. La voix de Mara emplissait la pièce, brouillée par l'alcool et à vif par l'émotion. J'ai réussi. Ok. J'ai battu ce petit bout parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de nous. Je lui ai donné ses pilules pour la faire taire. Et comme ça n'a pas marché, j'ai utilisé mes mains. Et tu sais quoi? Je ne suis pas désolé. Elle l'avait cherché. Le visage de Tane est devenu gris. Où as-tu trouvé ça? Mara l'a laissé sur ta messagerie hier soir. Elle était ivre, effrayée, elle a probablement cru que tu avais été arrêté. Cole a mis le téléphone dans sa poche.
Heureusement pour moi, elle a décidé d'avouer. Ça ne prouve rien contre moi, n'est-ce pas? Cole s'est approché de la table et a pris un dossier en papier craft. Parce que j'ai aussi tes aveux. Chaque mot que tu as dit dans ton bureau enregistré sur ce téléphone. Il a montré l'appareil à Tané. Le voyant rouge d'enregistrement clignote toujours. Tu ne peux pas utiliser ça. Je n'ai pas consenti à être enregistré. Je n'ai pas besoin de ton consentement. J'ai besoin de ta coopération. Cole ouvrit un dossier et étala des photos imprimées de caméras de sécurité montrant Tané et Mara traînant le corps inconscient de Riley. Elles seront envoyées à la police dans 12 heures. À moins que vous ne m'aidiez d'abord. Tané s'affaissa sur sa chaise, les épaules affaissées. Que voulez-vous? Je veux que vous appeliez Mara. Dites-lui que vous êtes prêt à fuir. Que vous avez de l'argent et un plan pour quitter l'État. Dites-lui de vous retrouver au vieux moulin, à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle arrivera, la police vous attendra, accompagné d'un podcasteur local très intéressé par cette histoire. Et si je n'appelle pas, l'expression de Cole ne changera pas. Ensuite, vos aveux et le message vocal de Mara seront diffusés aux médias. Votre ex-femme en recevra des copies. Vos enfants en recevront. Tous ceux que vous avez connus apprendront exactement ce que vous avez fait à une fille de 15 ans. Tané fixa les photos étalées sur la table. Sur l'une d'elles, il pouvait clairement se voir, son visage, son camion, ses mains sur le corps inconscient de Riley. Elle est vraiment juste un enfant, a-t-il dit tranquillement. Oui, je n'ai jamais voulu blesser un enfant. Cole a sorti un deuxième dossier et l'a ouvert pour révéler des photos médicales des blessures de Riley. Mais tu lui as fait du mal. Vous avez aidé ma femme à torturer notre fille pendant des mois. Tané a dépensé les images. Mara a dit qu'elle était plus âgée qu'elle ne semblait. Dit qu'elle était mature pour son âge. Riley a 15 ans. Elle pèse 90 livres, trempée. Elle aime dessiner des photos de fleurs et garder des journaux à propos de sa journée. La voix de Cole est restée au niveau. Et vous avez aidé à la droguer, à la battre et à planifier son meurtre. Je sais. Des larmes ont commencé à couler le visage de Tané. Dieu m'aide. Je sais ce que nous avons fait. Cole lui a tendu un téléphone. Faites l'appel. Le studio de podcast de Jenny Bray n'était vraiment que sa chambre de rechange, équipée d'un équipement d'enregistrement de base et d'un ordinateur. Mais le Midwest Mystery avait développé un public fidèle au cours des 2 dernières années, et l'épisode de ce soir allait être spécial. C'est une histoire en développement, a dit Jenny dans son microphone. Il y a quelques heures, j'ai reçu des preuves de ce qui pourrait être l'un des cas de maltraitance d'enfants les plus inquiétants que notre communauté ait jamais vus. Elle regarda Cole, qui s'assit en face de ses écouteurs et une expression sombre. Ils avaient passé l'après-midi à préparer, à revoir les preuves et à se coordonner avec le député. Mon invité ce soir est Cole Hannigan, un entrepreneur local et vétéran marin dont la fille de 15 ans, Riley, a récemment été hospitalisée pour des blessures suspectes. Cole se pencha vers son microphone. Il y a 3 jours, j'ai découvert que ma fille avait été systématiquement abusée pendant des mois. Ce que je ne savais pas, c'est que les abus étaient menés par des personnes en qui elle avait confiance. Pouvez-vous dire à nos auditeurs ce que vous avez trouvé? La voix de Cole était stable en décrivant la visite de l'hôpital, le carnet de croquis, les images de sécurité. Il a joué des extraits de la confession ivre de Mara et l'admission enregistrée de la culpabilité de Tané. La partie la plus inquiétante, a déclaré Cole, c'est que ce n'était pas seulement des abus. C'était une tentative de meurtre. Il prévoyait de tuer ma fille et donner l'impression que sa maladie avait pris un tour pour le pire. Jenny s'était préparée à ce moment, mais entendre les preuves présentées si clairement lui faisait toujours tourner le ventre. Qu'est-ce qui se fait pour assurer la justice de Riley? Au moment où nous parlons, les 2 suspects sont arrêtés par le département du shérif. Mais ce cas met en évidence quelque chose d'important. Comment les agresseurs peuvent se cacher en vue, comment ils peuvent manipuler des systèmes conçus pour protéger les enfants. Le podcast a été mis en ligne à 22 heures. À minuit, il avait été téléchargé 3000 fois. Le matin, il était tendance sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Cole a sonné à 6 heures. Nous les avons tous les deux. Rig a déclaré, Marla s'est présentée au moulin, tout comme votre ami l'a dit. Tané était déjà en détention. Tournez-lui environ 1 heure après la diffusion de votre podcast. Quelles sont les accusations? La maltraitance des enfants, le complot, la tentative de meurtre, la fraude à l'assurance.
Le coffre-fort était assis dans le dressing de Mara, caché derrière une rangée de manteaux d'hiver. Il a fallu 20 minutes au serrurier pour l'ouvrir, révélant des piles de documents et une petite boîte à bijoux. La plateforme adjointe a répandu les papiers sur la table de la cuisine de Mara tandis que Cole a regardé les polices d'assurance, les relevés bancaires et la correspondance avec diverses sociétés ont créé un sentier papier qui racontait sa propre histoire. Police d'assurance vit sur Riley, a déclaré Rigg, en tenant un document. 500 000 $. Cole sentit son sang se refroidir. Je n'ai jamais signé ça. Vos signatures dessus, mais regardez la date déposée il y a 3 mois, à peu près au moment où Riley a commencé à devenir plus malade. RIG a retiré plus de documents. La politique a des termes spécifiques. Paiement complet uniquement si Riley décède dans l'année suivant le diagnostic. Après cela, il tombe à 50 000. Ils ont eu une date limite. Empire. Votre femme a également demandé des prestations d'invalidité au nom de Riley, revendiquant une maladie mentale grave et des problèmes de comportement. Elle mettait en place une piste papier pour montrer que Riley était instable. Cole regarda les documents répartis sur la table. Depuis combien de temps ont-ils planifié cela? Sur la base de ces dates, au moins 6 mois, peut-être plus longtemps. Rigg a tenu un relevé bancaire. Mara a également ouvert un compte conjoint avec Tan et Krill. Ils ont fait de l'argent dedans de manière constante pour la course à pied. C'est à quoi ça ressemble. Ils allaient tuer Riley, récupérer l'argent de l'assurance et disparaître ensemble. Rigg secoua la tête. Ce n'était pas seulement des abus, Cole. Ce meurtre a été prémédité à des fins financières. Cole a pris la police d'assurance et a étudié sa signature forgée. L'écriture était bonne. Mara avait clairement pratiqué. Il y a autre chose, a déclaré Rigg. Il a ouvert la boîte à bijoux pour révéler un petit flacon de liquide clair. Nous devrons tester cela, mais je parie que c'est de l'insuline concentrée ou quelque chose de similaire. Une injection et la mort de Riley auraient ressenti une urgence médicale. Les pièces sont tombées dans un endroit dans l'esprit de Cole. Les mois de maladie qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. L'affaiblissement progressif, la perte de poids, la confusion. Mara avait lentement empoisonné leur fille, créant des symptômes qui rendraient sa mort éventuelle naturelle. Quand puis-je la voir? Demanda Cole. Mara est réservée maintenant. Elle sera interpellée demain matin. La plateforme a rassemblé les documents. Mais Cole, tu devrais savoir qu'elle ne parle pas à Wade dès que nous lisons ses droits. Étané? Chanté comme un canari. Nous a tout donné. Date, méthode, même emplacement où ils ont éliminé des preuves. Il essaie de conclure un accord. Cole se leva et se dirigea vers la fenêtre. De l'autre côté de la rue, il pouvait voir le Noragrive jeter un coup d'œil à traverser. Rideau, s'interroger probablement sur toutes les voitures de police. Va-t-il rester? Il a demandé. Les accusations des preuves que nous avons, les enregistrements, les images de sécurité, la fraude à l'assurance, la confession de Tané. La plateforme hocha la tête. C'est une affaire aussi solide que je ne l'ai jamais travaillée. Votre femme s'en va très longtemps. Le palais de justice a été emballé pour l'audience de condamnation de Mara Hannigan. Cole s'est assis au premier rang avec sa meilleure combinaison et l'expression de Pierre qu'il a perfectionnée pendant 3 visites de service. Mara s'est assis à la table du défendeur dans une combinaison orange. Avait toujours de la faim de son avocat, une jeune défenseur publique qui avait été dépassée, même une tentative de tout le juge de Tan était reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre, une maltraitance des enfants, une fraude à l'assurance et un complot pour distribuer des substances contrôlées. Avez-vous quelque chose à dire? Mara se tenait lentement. Pendant un moment, Cole pensait qu'elle pourrait enfin montrer des remords, pourrait reconnaître ce qu'elle avait fait à Riley. Au lieu de cela, elle se tourna et le regarda directement. Je vous ai donné 15 ans de mariage, a-t-elle déclaré. Sa voix était stable. En fait, j'ai gardé votre maison. Élevé votre fille. Joué la femme parfaite. Et pourquoi? Vous pouvez donc la choisir par rapport à moi au premier signe de problème. La salle d'audience était silencieuse. Cole a rencontré son regard sans tressaillir. Elle allait toujours se passer entre nous, a poursuivi Mara. Sera toujours plus important pour vous que moi. J'ai juste décidé de résoudre le problème avant qu'il ne s'aggrave. Madame Hannigan, juge Hawkins, a déclaré brusquement. Je vous conseillerais d'arrêter de parler, mais Marlowe n'a pas fini. Tu veux savoir si je suis désolé?
Je suis désolé d'avoir été pris. Je suis désolé de faire confiance à Tané pour garder la bouche fermée. Mais je ne suis pas désolé de protéger ce qui était à moi. Cole se leva. Le mouvement était lent, délibéré. Chaque œil dans la salle d'audience s'est tourné à lui. Elle était ma fille avant qu'elle ne soit votre problème, a-t-il dit. Sa voix portait clairement dans la pièce silencieuse. Et elle sera ma fille longtemps après que vous soyez oublié. Le juge Hawkins lui a frappé Gavel. Monsieur Hannigan, veuillez vous asseoir. Cole est resté debout. Votre honneur, puis-je aborder le tribunal? C'est très irrégulier. S'il vous plaît. Après un moment, le juge hocha la tête. Vous pouvez parler. Cole se tourna pour faire face à la salle d'audience emballée. Riley s'est assis dans la deuxième rangée à côté de sa sœur, Juin, portant une robe jaune et un sourire nerveux. Elle avait gagné la plupart du poids qu'elle avait perdu, et sa couleur était meilleure, mais elle avait toujours fait des cauchemars. Mara Hannigan a passé des mois à torturer ma fille, a déclaré Cole. Elle l'a droguée, la battre et a prévu de l'assassiner pour de l'argent d'assurance. Elle l'a fait tout en faisant semblant d'être une mère aimante, tout en trompant les enseignants et les médecins et les travailleurs sociaux. Il s'arrêta, ses yeux trouvant le visage de Mara. Mais la pire chose qu'elle a faite a été de faire douter de Riley que quiconque la croirait. Elle a fait penser à une fille de 15 ans qu'elle était seule le monde, que personne ne se battrait pour elle. La voix de Cole se durcit. Elle avait tort. Je me battrai toujours pour ma fille. Je la croirai toujours et je ne pardonnerai jamais les gens qui la blessent. Il s'est assis. La salle d'audience est restée silencieuse pendant un long moment. Le juge Hawkins s'éclaircit la gorge. Madame Hannigan, en fonction de la gravité de vos crimes et de votre manque total de remords, je vous condamne à 35 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Mara n'a montré aucune réaction alors que le bef se déplaçait pour l'escorter. Mais en passant la rangée de Cole, elle s'arrêta et se pencha. Tu ne seras jamais débarrassé de moi, chuchota-t-elle. Chaque fois que vous la regardez, vous vous souviendrez de ce que j'ai fait. Chaque fois qu'elle tressaille ou pleure ou fait un cauchemar, vous penserez à moi. Cole se tourna pour elle complètement. Non, dit-il tranquillement. Chaque fois que je regarde Riley, je me souviendrai qu'elle vous a survécu. Et chaque fois qu'elle sourit ou rit ou dessine une photo, je saurai que vous avez échoué. Mara se redressa, son visage se tordant de rage. Le bef a pris son bras et l'a conduite vers la porte. Qu'en est-il de Tané Krill? Quelqu'un a appelé son témoignage. Lakenside a été assis sur 2 acres de terrain boisé. Croissant ses forces avec des lignes fluides qui suggèrent à la fois les racines et les ailes. Porche avant. À 16 ans, elle était plus grande, plus saine avec une couleur dans ses joues et sa confiance en sa voix. Tu as l'air bien, répondit Cole. Heureuse? Je suis heureuse. Elle s'est appuyée contre la balustrade du porche. Papa, puis-je vous poser quelque chose? Toujours. Vous le regrettez-vous jamais? Qu'est-ce que vous avez fait à maman et à Tané? Cole, considérez la question. Au cours des mois qui ont suivi le procès, il avait eu beaucoup de temps pour penser à ses actions, les enregistrements, la manipulation, la destruction systématique de devis. Je regrette que c'était nécessaire, il a dit finalement. Mais je ne régis pas finalement. Bien, car je ne suis pas désolé. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Cole se tourna pour regarder sa fille. Que pensez-vous? Je pense quel était le problème. Je pense qu'elle était brisée à l'intérieur et au lieu d'obtenir de l'aide, elle a décidé de briser tout le monde autour d'elle. Riley a rencontré ses yeux. Mais nous ne sommes pas brisés, n'est-ce pas, papa? Non, a déclaré Cole. Nous ne sommes pas brisés. Comme s'il répondait à un signal invisible, le héron a frappé, son bec a baissé dans l'eau avec une précision mortelle, émergeant avec un poisson tordant. L'oiseau a avalé sa proie et a repris sa veillée patiente, comme si rien ne s'était passé. Riley a ri un son qui surprenait toujours Cole avec sa véritable joie. Il rend cela si facile. Pratique, a déclaré Cole. Et patience et savoir exactement quand grève. Cole sourit. Sa fille apprenait les bonnes leçons. Ils sont revenus ensemble dans la maison, laissant la sculpture pour monter la garde dans la lumière qui s'estompe. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de nouvelles œuvres de Riley. Des images lumineuses et pleines d'espoir qui n'ont montré aucune trace de l'obscurité qu'elle avait survécue. Elle était en sécurité maintenant. Ils l'étaient tous les deux.